Sur les routes de la sociologie part à la rencontre de 3 jeunes sociologues, fondateurs et fondatrices du collectif Plurabitus. Ils reviennent sur leur parcours, depuis leurs études jusqu'au master au sein du département de sociologie de l'Université de Tours, jusqu'à la création récente de leur collectif. Une large partie de cet entretien est consacrée à leur choix de s'engager dans une coopérative dont ils expliquent les atouts pour mener des projets de recherche en relation avec des acteurs du territoire, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Ma première question, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter tous les trois ? Donc moi c'est Rachel Demey, je suis donc sociologue, j'ai 29 ans. Et donc oui, j'ai fait des études de sociologie à Tours, après être passée par une licence de psychologie. Donc j'ai fini ma licence et ensuite je suis partie en sociologie où j'ai repris tout le parcours de la licence au master. Voilà, donc j'ai fini les 5 ans. Je travaille également avec des personnes en situation de handicap mental à mi-temps pour les aider à accéder à leur logement. Je trouve que c'est intéressant aussi de faire ça à côté. Voilà, dans les grandes lignes. Alors moi, j'ai fait directement une licence de sociologie que j'ai découvert en lisant un livre au hasard sur... c'était Corentin Charbonnier qui avait publié sa thèse sur le métal. Et donc c'est comme ça que je suis tombée dedans et après j'ai découvert plein de choses, c'était super. Moi, j'étais plutôt côté anthropologie à la base, c'est ce qui me passionnait le plus. Donc voilà, j'ai un parcours plus classique, on va dire. Et aujourd'hui, je suis dans le collectif Plurabitus en tant que sociologue. Et voilà, et j'ai pas d'activité à côté, c'est mon activité à un temps plein pour le coup. De mon côté, je suis sociologue aussi. C'est pas la première chose vers laquelle je me suis tourné parce que j'ai commencé par la restauration après le collège. Je me suis orienté suite à une blessure qui fait que je pouvais plus bosser en cuisine. Et je suis parti à l'origine sur l'informatique. Et c'est pendant mes études d'informatique en licence que j'ai découvert la sociologie des mouvements sociaux à l'origine. Notamment au travers du mouvement Loi Travail. Et je me suis inscrit en sociaux après ça. Et qu'est-ce qui vous a plu dans les études de sociologie au regard de vos expériences professionnelles ou de formation précédentes ? Moi, c'était vraiment l'idée de pas me sentir coincée dans une discipline. J'avais l'impression que je pouvais étudier à peu près tout ce que j'avais envie de faire, ce qui n'était pas le cas dans mon parcours en psychologie où je me sentais un petit peu coincée dans ce que je faisais. Et j'avais l'impression que les disciplines étaient très cloisonnées, ce qui n'était pas le cas en sociaux. On pouvait faire des ponts entre plein de courants de pensée, plein de notions, plein de définitions différentes. Et le fait de pouvoir vraiment le mettre en lien avec le réel aussi et avec ce que je faisais à côté. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant et hyper stimulant, en fait. Je crois que c'était aussi la première fois où j'avais l'impression que quand j'étais en cours ou que j'avais des examens à faire, j'avais pas à me mettre dans la tête du prof qui me corrigeait derrière non plus et je pouvais vraiment écrire ce que j'avais envie d'écrire et en fin de compte, c'était mon opinion, c'était mon idée derrière aussi et c'était plutôt chouette. Donc moi, c'est ce qui m'a vraiment plu là-dedans. En fait, c'est presque un peu pareil dans le sens où à la base, je suis plutôt passionnée d'histoire. On va dire que la sociologie, c'est pas qu'elle va plus loin, mais elle explique plein de faits historiques que l'histoire va pas forcément expliquer. Et les deux matières vont ensemble pour le coup. Donc c'était vraiment la curiosité, ouais. Et d'où l'anthropologie aussi, d'essayer un peu d'expliquer tout ce qu'il y a derrière les comportements. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi les gens ils font ça ? Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'avait vraiment aucun sens. Je comprenais pas toujours les gens. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool de mettre des mots et des explications derrière tout un tas de comportements. Et surtout, pas forcément le nôtre. Et de populations dans le monde hyper variées. Et je trouve ça trop cool. C'est ce que ma professeure de première année en initiation à la sociologie, je crois, qui avait posé sensiblement la même question, à laquelle j'ai répondu quelque chose comme je voulais comprendre alors pour reprendre mes mots de l'époque, je voulais comprendre le bordel dans lequel je vis, sous-entendu la vie en général. Et c'est la seule science qui, à mon sens, permet de faire ça dans le sens le plus proche de nous, c'est-à-dire la société, les humains, les gens avec qui on vit, quoi. Donc après, donc vous avez fait tous les trois une licence de sociologie, et après, est-ce que vous avez enchaîné sur un master dans cette science qui permet de comprendre le bordel dans lequel on vit, ou est-ce que vous avez fait autre chose ? On a tous les trois fait le master en même temps. En fait, on s'est rencontrés pendant notre licence, la 2e année.
Et donc on a commencé à travailler pas mal ensemble, à faire des travaux de recherche, des choses comme ça. Et ouais, master, on était tous les trois dans le même master qui, à Tours, est divisé en 2 parcours différents. Il y a un parcours qui est plus axé sur l'intervention sociale et un parcours sur les métiers de la recherche, en sociologie et en anthropologie. Et donc on a tous les trois suivi ce cursus-là, directement. En fait, nous, ça c'est après qu'on a fait d'autres choses une fois le master terminé, en fin de compte. Vous avez choisi quelle spécialisation parmi ces deux-là? Métier de la recherche en sociologie et en anthropologie. Est-ce que vous pouvez expliquer, du coup, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, de différent par rapport à la licence? En fait, c'était vraiment un approfondissement de ce qu'on avait pu commencer à voir avant. Et le travail était vraiment centré sur notre travail de recherche à ce moment-là. Et vraiment l'idée de, ok, on a un truc qui nous intrigue un petit peu, un sujet de recherche, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais sur 2 ans en général, on va pouvoir vraiment creuser ce truc-là, on va pouvoir tester des choses la première année, voir un peu ce que ça donne, l'approfondir l'année d'après. Et moi, à titre personnel, ce que j'ai vraiment appris, c'est d'arriver à jouer avec les méthodes pour arriver à construire quelque chose de cohérent à la fin et qui, pour le coup, faisait sens avec l'intégralité de mon parcours parce que j'ai aussi puisé dans ce que j'avais fait en psycho pour arriver à alimenter mon travail de recherche, en tout cas. Oui, c'est ça, c'était vraiment un approfondissement de ce qu'on avait pu commencer en licence et peut-être aussi plus de rigueur. Et c'était aussi professionnalisant dans un sens où quand même on passe un stade, on n'est pas juste élève, quoi, on va vachement sur le terrain. C'était surtout ça, beaucoup de temps sur le terrain. Est-ce qu'il y a justement des enquêtes de terrain que vous avez réalisées en master, mais aussi en licence, des enquêtes de terrain, peut-être sur des terrains locaux? Est-ce que c'est aussi une dimension importante de la sociologie à Tours, c'est cette sociologie des territoires ou cette sociologie locale? Est-ce que ça, c'est une dimension qui vous a marqué pendant vos études, ces expériences de terrain, dans des terrains particuliers? Non, juste effectivement, alors du coup il y a eu le Covid, donc déjà c'était vachement plus compliqué de faire un terrain très tourangeau, donc moi pour le coup ça s'est un peu élargi au numérique en fait, à Internet, mais à la toute base effectivement moi j'étudiais vraiment les dynamiques de la communauté métal sur Tours, et du coup vraiment dans des espaces très très particuliers, enfin c'était certains bars. C'est toujours les mêmes personnes et c'était vraiment centré sur Tours ou les alentours de Tours on va dire, et la région grand maximum. Après, pendant le Covid, c'était beaucoup plus large. Mais voilà. Moi, pour le coup, je travaillais sur des questions de sexualité. Donc, depuis la licence jusqu'au master, et ça a été approfondi à différents moments. Et en première année, on travaillait sur les sex shops. Donc, la dimension territoriale, en fait, elle est venue prendre un enjeu assez particulier parce qu'en plus, on était accompagné par une prof de sociologie urbaine. Donc, qui nous a donné des petites billes qu'on n'avait pas forcément envisagées tout de suite. Nous, on était partis sur des questions de compréhension de la norme, de choses comme ça. Et à un moment donné, elle nous a vraiment dit, est-ce que vous avez regardé quand même où est-ce qu'ils étaient situés dans la ville, quoi. Donc on s'est retrouvés à devoir analyser un peu ces choses-là aussi, et à faire une espèce de carto de où est-ce qu'il y a des lieux en lien avec la sexualité dans la ville, où est-ce qu'ils sont placés, la question des écoles est venue est venue prendre place là-dedans aussi, parce qu'en fait un sex shop peut pas être placé n'importe où à proximité d'une école, il y a une histoire de distance, donc ce qui joue forcément sur leur localisation. Et puis ça venait interroger des notions derrière aussi. Derrière, c'est pour ça qu'il y a des lieux qui s'appellent des love shops, parce qu'en fait, il n'y a pas de pratique à l'intérieur, donc ils peuvent être plus proches des écoles que d'autres, enfin voilà, des choses comme ça. Et après un master, période de confinement, donc le terrain, il était moins présent. C'était plus facile de faire des entretiens quand même avec des personnes qui étaient présentes sur Tours, parce qu'il n'y avait pas de déplacement, et on pouvait quand même se déplacer sans trop de difficultés pour se retrouver et échanger. Parce que moi, c'était des sujets que je ne me voyais pas forcément... questionner en visio, ça me paraissait compliqué, ça prenait du temps en plus et c'était pas très pratique. Donc c'était principalement là-dessus. Sur nous trois, je suis peut-être celui qui a le moins travaillé en lien direct avec le territoire ou les questions de territoire. Parce que j'ai surtout travaillé sur des pratiques ludiques, comme le jeu de rôle, les pratiques en Donjons et Dragons, ce genre de choses, et en particulier sur l'évolution des publics. Et le Covid m'a presque permis de me détacher en fait des impératifs du territoire, dans le sens où c'était d'un seul coup ouvert de faire des entretiens en visio par exemple, et donc je me suis permis de faire des vidéoconférences avec beaucoup de gens qui étaient pas du tout sur le territoire, et en fait d'étudier même d'un point de vue quantitatif une population qui est répartie sur toute la francophonie. Et, voilà, donc moins la question du territoire, mais un
peu une question de comparaison entre les territoires, notamment parce que j'ai travaillé beaucoup à partir d'une cartographie des associations de jeux, qui est trouvable... j'ai oublié le nom du site, mais ça se retrouve. Vous avez employé deux fois le mot cartographie pour des personnes qui ne connaissent pas la sociologie. Ça peut paraître étonnant de travailler et de faire des cartes. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi est-ce que cette initiation à la cartographie, elle peut servir au travail de sociologue? À titre personnel, j'ai une grosse passion carte. Parce que pour le jeu de rôle c'est sympathique et j'aime bien en faire. Deuxièmement parce qu'effectivement c'est une méthode d'observation en fait, très pratique. Je pense que dans toutes les sciences il y a un impératif de savoir modéliser ce qu'on observe, et la cartographie c'est vraiment ça, c'est une façon de modéliser des données en le croisant en fait avec l'espace géographique. Voilà, qui permet énormément de choses. Voilà, je sais pas, les dernières que j'ai vues, c'était sur la répartition des cultures en France, agricoles. Voilà, et ça explique plein de choses, et ça peut en découler plein de choses, culturellement, socialement. Voilà, le fait que le nord de la France, et surtout le nord de la France, produise du blé, ça a des effets sur les paysages, sur les cultures, sur ce qu'on mange, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a donné ensuite envie de vous associer ensemble autour de ce collectif? C'est un petit peu, je pense, la raison pour laquelle vous faites le podcast aussi. C'est qu'on a fini notre master, alors on est tous les trois pendant un an et demi partis faire autre chose à côté. Et on s'est dit, bah ouais, mais on a un master en recherche en sociologie. On n'a pas forcément envie de continuer directement à l'université, on n'a pas envie d'être maître de conférence, on se sent pas de faire une thèse à ce moment-là en tout cas, et on n'a pas forcément quelque chose qui nous permet d'utiliser ces méthodes de sociologie dans notre travail. Ou alors il faut vraiment creuser, il faut arriver à faire un gros travail d'extrapolation. Il n'y a pas forcément de cabinet ou de personnes qui vont faire de la recherche en sociologie non plus au niveau de la région, ou en tout cas de manière indépendante. Et donc on s'est dit, bah on tente. On va voir ce que ça donne. De toute façon, si on n'essaye pas à ce moment-là, on risquera de le regretter plus tard. Donc c'était l'occasion, et comme on avait déjà travaillé tous les trois ensemble, on sait qu'on est assez différents dans la manière dont on fonctionne, dans nos compétences et dans nos centres d'intérêt, mais on a quand même un point commun, on a tous les trois travaillé sur des questions culturelles. On s'est dit que c'était assez... ça pouvait être intéressant d'essayer de travailler tous les trois, parce que tout seul, je pense qu'on n'aurait jamais trop... Enfin, on se serait pas senti légitime, ou on n'aurait pas forcément eu la capacité de faire ce qu'on fait actuellement. Et donc voilà, c'était un peu ça l'idée. C'est vrai que l'idée de base, à l'origine de l'origine, je crois, était issue d'une discussion qu'on avait eue avec un ami issu de sociologie lui aussi, qui était directeur de centre social à ce moment-là, et qui disait que lui, il avait peine à trouver justement des gens qui étaient compétents pour lui fournir les données sur ses publics, sur le territoire, sur ce genre de choses. Voilà, et en fait après d'autres discussions, y compris en dehors de la sphère centre social, etc., en fait c'est un constat qui se reproduisait sur le fait que les gens cherchaient des moyens viables d'avoir des données fiables sur les publics avec lesquels ils travaillent, ou le territoire sur lequel ils travaillent, ce genre de choses, qui tombaient effectivement pile poil sur une période où on était un peu tous les trois en train de se creuser la tête sur ce qu'on allait faire, je pense. Et donc ça paraissait sur le coup être une bonne idée. Et c'est là-dessus qu'on a commencé plus ou moins une étude de marché, doucement mais sûrement. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur l'étude de marché. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire se lancer dans une étude de marché pour fonder ce collectif? Je précise quand même qu'on n'est pas du tout sous la forme qu'on avait prévu d'être à la base. C'est important, on est dans une coopérative d'activité et d'emploi, mais on pourra en reparler. Et on n'est pas une entreprise ou une association, c'est quand même très différent. Mais donc là, le but, c'était de voir un peu, en faisant une étude de marché, qu'est-ce qu'il y a sur le territoire en termes de sociologie, de personnes qui peuvent faire des études de public, des études, pas que de public, même en interne, pour les organisations, etc. Et donc on a essayé de fouiller un peu sur tout ce qui se faisait sur le territoire, mais pas que, pour regarder aussi ce qui se fait ailleurs en France et voir ce qui fonctionne ou pas ailleurs. Et je pense que c'était hyper important de voir aussi qu'est-ce qui fonctionnait ou pas ailleurs, pour voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire.
Donc c'était surtout ça en fait, de fouiller un peu, voilà. Et de la même façon, on est aussi allé discuter avec des acteurs du terrain, notamment des médiateurs culturels, pour avoir un peu leur avis sur est-ce qu'ils auraient des besoins, voilà, est-ce que vous avez besoin de formation sur comment on comprend son public, comment on le questionne, ce genre de choses. Et après, avec ces retours-là, on a essayé de monter des offres adaptées vraiment aux besoins du territoire et pas juste ce qui nous fait plaisir, même si ça nous fait plaisir. Mais voilà, c'était vraiment pour être au plus proche du territoire et des besoins réels du territoire. Et puis je rajouterais, c'était aussi pour s'assurer que on créait pas un truc inutile, quoi. Parce qu'on avait envie de faire ce qu'on fait actuellement, mais on s'est dit si ça n'existe pas sur le territoire, est-ce que c'est qu'il n'y a pas de besoin ? Est-ce que c'est qu'en fait c'est hyper casse-gueule, il y a des gens qui ont déjà essayé et on va pas du tout y arriver, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter ou pas ? Et c'est vrai que les retours qu'on a eus, en tout cas des personnes qu'on a interrogées, c'est que en fait non, le besoin il est carrément là. On sait pas que c'est possible de demander, hein. Et on sait pas que quelqu'un peut nous accompagner là-dedans non plus. Et on se retrouve souvent avec des personnes qui vont faire passer des questionnaires pour comprendre qui est leur public, quels sont les besoins des personnes qu'elles accompagnent, mais qui n'ont pas forcément les outils pour le faire. Et donc qui se retrouvent à faire passer des choses qui... ça fonctionne pas, quoi. Et nous, on est quand même à la base de spécialistes des outils à travers le master qu'on a fait, spécialisé en recherche. Donc on s'est dit, ok, ces petits outils-là, peut-être qu'on peut les aider d'autres personnes à les construire. On n'est pas obligé de tout faire à la place des autres non plus. On peut aussi filer des petites billes de temps en temps. Et donc, l'idée, ça a été de monter ça et de passer par le modèle de la coopérative, justement, pour arriver à développer progressivement notre activité, rencontrer d'autres personnes et puis, travailler avec d'autres aussi. Vous avez parlé de forme coopérative. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme coopérative par rapport à, vous évoquez l'entreprise ou l'association, par exemple l'association de recherche, qu'est-ce qui fait que vous avez privilégié ce modèle-là par rapport à d'autres, et pourquoi est-ce que cette coopérative s'appelle-t-elle Plurabitus ? Alors il y a une petite confusion parce que la coopérative c'est pas Plurabitus. Plurabitus c'est une enseigne interne à la coopérative qui est bien plus grosse que nous trois, qui s'appelle Artefact, avec un S à la fin. Ah oui, vous avez en fait intégré une coopérative déjà existante. C'est ça, et qui est bien impliquée sur le territoire, hein. Ça fait une dizaine d'années qu'ils existent sur Tours, Orléans et Blois. Donc en fait, il y a aussi plus de 80 personnes qui travaillent avec nous dans cette coopérative. Et c'est une coopérative qui est spécialisée sur les questions de numérique et de culturel. Donc c'était assez cohérent pour nous de la rejoindre, quoi. Et en fait, si on s'est retrouvés là-dedans, c'est parce que, à la base, donc pendant qu'on faisait notre petite étude de marché, tranquillement, on s'est rappelé qu'on avait une ancienne professeure de fac à ce moment-là qui avait développé une activité d'indépendante. Donc on s'est dit, allons papoter avec elle, voir ce qu'elle peut nous expliquer aussi de son activité. Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle était co-gérante de la coopérative. Donc elle nous a expliqué comment ça fonctionnait et en fait, on s'est retrouvés à les rejoindre parce que la coopérative permet aussi de tester son activité. Avant, il y a un contrat qui s'appelle le CAP ou le CAP, personne ne le prononce exactement pareil, qui permet justement sur une certaine période de se tester, de développer son offre, de voir comment ça fonctionne pas. Et c'est assez sécurisant par rapport au modèle de l'entreprise en fin de compte. On est suivi, on est guidé et ça nous évite de faire des erreurs derrière aussi et d'avancer des frais en fait qu'on peut nous actuellement pas se permettre d'avancer, en tout cas sur une activité, quoi. Je me permets de rajouter, on n'a peut-être pas expliqué exactement le principe de la coopérative d'activité et d'emploi, où en fait c'est des individus en tant que personnes seules qui vont pouvoir effectivement développer une activité d'entrepreneur ou entrepreneuse, mais tout en ayant accès à un statut de salarié. Voilà. Donc on va quand même avoir des protections qui sont les mêmes qu'un salarié, mais en étant un peu indépendant. Donc c'est à nous en fait de rentrer de l'argent pour pouvoir couvrir ces frais-là, les charges sociales et compagnie. Mais voilà, c'est quand même un statut particulier, je préférais préciser. Le but étant à la fin d'avoir un CDI et une stabilité quand même qu'un entrepreneur n'a pas forcément. Et au-delà de vraiment cette question de contrat sécurisant, il y a aussi toute une équipe permanente d'appui, composée d'un DRH, d'une comptable, un peu plus large que ça d'ailleurs, des accompagnants, etc., qui en fait prennent en partie le travail d'un indépendant.
que ce soit au niveau de la comptabilité, au niveau de la gestion. Si on a des questions légales, on peut les poser aussi, il n'y a aucun problème, ce genre de choses. Et elle offre aussi des formations en interne adressées aux coopérateurs, qui permettent aussi de mieux se former sur à peu près tous les domaines de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé lors de la création de votre collectif, pour qu'on se rende mieux compte du temps que ça a pris et ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer? On a fait un peu le parcours classique de on est inscrit à Pôle emploi, donc on va nous guider sur des ateliers de création d'entreprise, forcément. On va aller sur des cafés d'entrepreneurs, d'entrepreneuses pour rencontrer des experts comptables ou tout plein de financeurs d'entreprises. Et donc à ce moment-là, nous, on partait sur un modèle classique SARL ou SAS, on savait pas trop en fait. Donc on a essayé, on a discuté avec des experts comptables, ils nous ont dit quels étaient les frais pour l'un pour l'autre, les risques. Et en fait, nous, notre plus gros problème, je pense à ce moment-là aussi, c'est qu'on voulait pas une personne gouvernante, on voulait vraiment une gouvernance partagée. Et ça, en fait, c'est hyper compliqué, je trouve, dans une entreprise classique. Il y avait vraiment ça comme difficulté. Il y avait aussi la question de l'insécurité financière derrière qui était un petit peu perturbante. Et je pense que le facteur déclencheur, ça a été vraiment la découverte du modèle coopératif, où on s'est dit, bah ok, là c'est bon quoi. Les risques viennent pas prendre le dessus sur les avantages en fin de compte. Et on peut vraiment se lancer. Si ça fonctionne pas, ça nous embêterait. Franchement, on serait pas super content. Mais au moins, on peut tester sans qu'il y ait trop de pots cassés derrière non plus quoi. On se met pas en danger en essayant de développer une activité qui potentiellement ne marchera pas sur le territoire. Parce qu'en fait, ça prend du temps de développer ce type d'activité. Nous, ça fait donc, on a rejoint la coopérative en juillet 2024. On réfléchissait déjà depuis 1 an au développement de l'entreprise et là où on a eu les premières idées. Donc ouais, ça fait plus de 2 ans quoi déjà. Ce qu'on peut dire de plus aussi, c'est que du coup, le modèle coopératif, pour revenir un peu sur tout ce qui est gouvernance partagée, donc ça fait partie du champ de l'ESS, donc économie sociale et solidaire. Donc c'est pas n'importe quel champ économique. On n'est pas du tout dans un circuit classique. Et je pense que ça nous tenait vraiment à cœur aussi. Et donc même au sein de notre coopérative, il n'y a pas une personne qui a les pleins pouvoirs entre guillemets. C'est assez partagé. Il y a une cogérance actuellement. Donc il y a plusieurs personnes qui gèrent un peu le bateau. Mais vraiment, tout le monde peut donner son avis, c'est assez ouvert sur la question. Voilà. Et si on peut préciser même un autre truc, c'est que faut penser aussi quand on monte son entreprise en dehors d'une coopérative, ça coûte effectivement très cher, ne serait-ce qu'en capital social, ça coûte des milliers d'euros. Donc effectivement, pour nous, investir un tel argent alors qu'on n'était pas du tout sûr des résultats, c'était pas possible. Donc voilà, je fais la promotion des coopératives d'activité d'emploi parce que c'est super. Et moi, je rajouterais aussi à la question de la liberté et de l'équilibre de travail dedans. Parce que pendant les 2 ans de latence à peu près, moi je suis arrivée à la fin de mes droits chômage aussi. Donc j'ai dû retrouver une activité salariale à côté et j'ai eu la chance de tomber sur un truc que j'adore faire, qui est à mi-temps. Et donc dans la coopérative, en développant l'activité, je suis pas obligée d'être à temps complet non plus. Donc ça veut dire que je peux garder mes 2 activités, je peux équilibrer mes temps de travail. Et ça pour moi c'était aussi une condition assez importante, c'était de pas sacrifier un truc pour un autre en fait, et de pouvoir arriver à faire ces 2 choses qui me tiennent à cœur et que j'aime vraiment. Et sans pénaliser mes collègues pour autant, parce qu'en fait on se répartit le travail comme ça à 3 avec 2 personnes à temps complet, pour qui c'est faisable et important, et du coup moi à mi-temps, parce que ça me permet d'avoir mon équilibre derrière aussi. Et c'est jamais vraiment un problème en fait. Et ça je trouve ça plutôt chouette aussi. Depuis que vous travaillez dans cette coopérative, vous arrivez à avoir des clients assez régulièrement? Comment ça se passe? Alors là, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une activité qui met vraiment du temps à se lancer. En fait, là, pour le coup, on signe vraiment nos premiers contrats actuellement. Et c'est des graines qu'on a semées il y a quasiment 1 an, en fait, en faisant le tour de tous les acteurs, enfin tous, un petit peu exagéré, mais de faisant le tour de pas mal d'acteurs et d'actrices du territoire qu'on est allé rencontrer pour se présenter, en fait. Parce que c'est pas forcément évident pour des gens qui travaillent dans le social ou dans le milieu culturel de se dire je vais demander à des sociologues pour comprendre ce qui se passe autour de moi. C'est pas forcément le cas. Et c'est un petit peu ce qu'on a constaté aussi, c'est que quand il y avait des besoins d'études, ça passait soit par des cabinets extérieurs au territoire, qui venaient de Paris, ou qui venaient du sud de la France ou de Nantes, soit par des cabinets qui n'étaient pas du tout spécialisés en sociologie.
Ce qui est hyper intéressant, mais c'est pas le même regard en fait. Et donc nous, l'idée c'était d'apporter ce regard sociologique pour comprendre le territoire, pour comprendre les publics, pour comprendre les besoins et au final pouvoir proposer quelque chose de cohérent quoi. Et un accompagnement assez spécialisé aussi. Et donc ouais, là, c'est vraiment les gens qu'on a rencontrés il y a 1 an maintenant commencent aussi à nous recontacter en se disant bah ok, je sais que vous existez maintenant. Là, je vais faire des demandes de subventions pour les années à venir. Est-ce qu'on peut travailler ensemble, voir ce qu'on peut faire en fait pour les années qui suivent quoi. Donc faut être patient et d'où le fait que ce soit sécurisant d'être en coopérative parce qu'en fait on n'aurait pas pu tenir autrement dans un modèle classique quoi, financièrement en tout cas. En plus de l'enquête que vous avez menée dans le cadre de votre étude de marché, est-ce que vous avez utilisé une communication plus classique ? On a utilisé ce qu'on savait faire pour aller rencontrer les gens. Alors en utilisant du démarchage, enfin sûr, hein, on a envoyé des mails, on est allé se présenter, on a rencontré, on a utilisé notre réseau aussi et le réseau de nos collègues coopérateurs qui se disaient ah oui vous pourriez être utile à tel type, telle personne, telle association, etc. Donc en fait en rencontrant plein de gens, ça a fait boule de neige. Et puis progressivement, les choses elles prennent aussi et les habitudes elles se prennent et ça devient une possibilité en tout cas, ce qui n'était pas forcément le cas avant en fait. Est-ce que vous pourriez nous dire quel type de clients vous sollicitent ? Alors on est dans le champ de l'ESS, donc ça va être énormément plutôt de l'association. Oui, ça va être surtout de l'associatif en fait, ou des entreprises dans ce champ-là, on va dire. Donc ça va être aussi les collectivités qui, elles, ont un petit peu plus d'argent, ou la région, le département, ou les villes directement, ce genre de choses, les communes. Voilà. Ça va être le gros des clients, je pense, en tout cas. On n'est pas fermé à l'idée de travailler, bien sûr, avec d'autres. Mais il faut quand même, je pense que ça respecte un peu nos valeurs. Oui. Quelles sont les valeurs que vous portez dans votre structure ? Je pense que l'idée pour nous en tout cas, ce qui nous tient à cœur, c'est quand même de faire avec les gens. De pas forcément faire leur place non plus derrière aussi, mais vraiment de pas construire un truc déconnecté du besoin, quoi. Ça, c'est assez primordial pour nous. Quand on propose une étude, en fait, ça dépend vraiment du besoin qu'il y a derrière aussi, ou des besoins qu'on a pu identifier en rencontrant les gens. C'est-à-dire que même si les associations, elles n'ont pas directement les moyens de faire les choses, nous, on a récupéré ces idées-là aussi. On se rend compte qu'il y a des besoins ou des questionnements qui sont partagés par plein d'associations dans des secteurs différents, sur des sujets hyper classiques. La place des jeunes, par exemple, en milieu rural. Les questions de mobilité, c'est des trucs qu'on a retrouvés, je pense, chez toutes les personnes qu'on a interrogées quasiment. Et l'idée, c'est aussi pouvoir utiliser ça pour le mettre en avant et dire ces questions-là, elles sont centrales en fait pour les gens. Et nous, on peut aussi faire le relais derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur. Tout à l'heure, quand vous parliez de l'enquête que vous aviez menée au préalable pour mieux connaître les clients potentiels, vous disiez que vous aviez essayé de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quand on est consultant et que l'on mène ce type de mission, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à CA ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une question d'équilibre qui est hyper importante aussi, entre la sécurité financière, qui est quand même une réalité, et ce qu'on essaie de faire derrière aussi, d'équilibre entre les vies personnelles et les vies privées aussi, qui sont assez importantes dans l'entrepreneuriat. Là où nous, en tout cas, on a remarqué qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas bien sur le long terme, et qui faisait que ça tenait pas forcément, c'était plutôt là-dessus. Et quand vraiment ce que les gens proposaient était déconnecté des besoins, des besoins du terrain et de la réalité dans laquelle la structure se développe en fait. Parce que nous, c'est un peu une question qu'on s'est posée à un moment donné, c'est est-ce que dans un contexte de baisse de subventions, d'insécurité financière derrière aussi, c'est le bon moment pour lancer notre activité ? Vraiment, la question, elle s'est posée aussi, et je pense que si on n'avait pas eu le modèle qu'on a actuellement, on n'aurait vraiment pas pu le faire. Ça, c'est assez évident. Le contexte économique, en fait, actuellement, il est tellement bancal qu'on a vu aussi des entreprises ou des collectifs couler parce que y a des pertes de subventions par-ci par-là et c'est juste plus possible. Et ça fait peur, en fait, de se dire qu'on va plus pouvoir faire notre métier parce que c'est pas la priorité selon l'État, et je pense que c'est important de le dire. Enfin, même nous, je pense que heureusement qu'on est en coopérative parce que sinon je pense que ce serait pas possible. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes missions que vous avez menées dans le cadre du collectif ? Peut-être celles qui vous tiennent le plus à cœur ou qui ont été les plus enrichissantes pour vous ? Au niveau des missions,
C'est assez varié. Déjà parce que on a essayé de chercher des choses qui pouvaient se faire assez vite dans un premier temps, le temps de lancer des lignes de pêche, si je puis dire, et de continuer de rencontrer les acteurs du territoire qu'on pouvait contacter. Et notamment au travers de la coopérative qui nous a proposé assez vite d'intervenir sur des ateliers de sensibilisation et d'initiation au numérique pour des associations qui font de l'insertion professionnelle, insertion au travers de l'activité économique pour être précis, et donc adressé à la fois à leurs professionnels et à leur public. Donc je trouvais ça c'était assez cool. C'est pas tout à fait dans les activités de sociologue, mais comme c'est des outils qu'on a l'habitude d'utiliser et que il y a aussi une grande dimension d'apprendre à discuter avec des publics très spécifiques, ce qui pour le coup se fait assez bien sous l'angle sociologique, je trouve. Ou en tout cas c'est des compétences qu'on a appris à maîtriser. Et donc ça c'était une des premières missions qu'on a eues. Et ensuite disons que ça c'est plus on est en train de plus spécifiquement commencer à avoir des missions plutôt orientées recherche. On vient notamment de décrocher une mission d'étude sur les milieux professionnels et la place du genre sur la répartition des postes. C'est pas tout à fait ça l'intitulé, mais c'est l'idée. Pour moi, c'était vraiment, on a fait une intervention effectivement au mois de juillet qui pour le coup était très marquante. On nous a demandé de faire un état des lieux sur la culture et la ruralité, ou les cultures et les ruralités d'ailleurs. Et là, pour le coup, c'était hyper enrichissant. Et donc, on a présenté ça après devant. Donc, c'était lors d'états généraux pour une association nationale. Bon, sur le cinéma itinérant, parce que de toute façon, sinon, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Et du coup, il y avait tous les cinémas, enfin, plein de cinémas itinérants de France qui étaient là. Et nous, on leur a parlé, en fait, de ce qu'on avait observé et des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Et pour le coup, on a vraiment vu l'intérêt de notre travail. Enfin, on s'est fait applaudir à la fin et c'était hyper gratifiant de se dire, OK, ça, c'est dans nos cordes et en plus, on peut aider des gens. Ouais, une sorte de plaidoyer pour eux et c'était vraiment, vraiment chouette pour le coup. Ouais, je suis assez d'accord, j'aurais parlé de ça aussi, moi. Et il y avait vraiment ce truc de... en fait, alors déjà, ce qu'on a observé, donc on l'a fait de manière assez... Enfin, c'était un état des lieux, quoi. Donc on a utilisé les gens qu'on avait rencontrés avant pour faire le truc, mais on a aussi récupéré des données, en fait, pour faire ça. Donc c'était pas directement lié au circuit de cinéma itinérant qu'on a rencontré. Ou en tout cas, pas tous. Et on s'est rendu compte que ce qu'on avait pu mettre en avant, ça résonnait chez toutes les personnes présentes dans la salle. Et c'était en décalage même avec, par contre, des financeurs ou des choses comme ça. Et c'était assez intéressant de se rendre compte que, en fait, on pouvait mettre en lumière des sources de difficultés ou des questionnements qui sont propres aux personnes qui travaillent sur le terrain, mais qui sont au final très déconnectés de ce dont se rendent compte les financeurs et de ce qu'ils cherchent à mettre en avant à côté aussi. Et ça, ouais, j'ai trouvé ça assez chouette aussi. Et puis vraiment, ouais, là, de se rendre compte progressivement qu'il y a des gens qui reviennent nous voir aussi pour essayer d'autres choses et lancer progressivement un travail d'étude. C'est plutôt cool aussi. Merci au collectif Plurabitus pour cette rencontre. Après ce passage par Tours, Sur les routes de la sociologie retourne à Lyon le mois prochain pour un épisode consacré à Gaëlle, une socio-anthropologue engagée dans un cabinet d'expertise et qui s'est spécialisée dans l'évaluation des politiques de gestion de l'eau. On parlera avec elle de sociologie d'intervention et des organisations, de gestion de l'eau et même de tournage documentaire. Bref, un voyage où les routes croisent les rivières et où les sciences sociales s'y jettent. À bientôt sur les routes de la sociologie.